Dzogchen Today podcast. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette mini-série exceptionnelle en vidéo cette fois-ci de 3 épisodes qui aura lieu à La Sauveté dans le sud-ouest de la France autour d'une notion peu ou mal connue et rarement abordée qui est celle de la force vitale. Pour ce faire, je serai en compagnie de Mila Khyentse Rinpoché pour les 3 épisodes. Bonjour. Et de Karine Benoît pour ce premier épisode. Bonjour. Donc, je vais vous présenter rapidement pour celles et ceux qui ne vous connaîtraient peut-être pas encore. Donc, Mila Khyentse Rinpoché, vous êtes universitaire de formation, conseiller et enseignant du Dzogchen. Vous avez été formé de façon traditionnelle dans l'Himalaya et en Europe et vous êtes détenteur de lignée, donc une personne qui maintient vivant et transmet une lignée authentique. Tout à fait. Et Karine Benoît, bonjour. Bonjour. Vous nous venez de la Suisse. Oui. Vous êtes vous-même psychologue, psychothérapeute. Vous avez été formé à l'Université de Genève. Vous êtes spécialisé dans l'accompagnement de personnes souffrant d'addiction et de traumatisme. Et vous pratiquez la méditation bouddhiste et Dzogchen depuis un certain nombre d'années que vous intégrez à votre pratique professionnelle. Oui. Donc pour faire le lien avec les épisodes précédents de la série, nous avions vu qu'il y avait un certain nombre de dérèglements qui avaient affaire à la fois à l'environnement qu'on qualifiait comme étant externe, environnement naturel, des êtres, et puis on y reviendra, et également des dérèglements qui étaient liés à ça, en résonance. On va approfondir ce parallèle possible entre les deux, des dérèglements internes. Donc dans les épisodes précédents, on avait vu un certain nombre de groupes d'émotions, de soucis que l'on qualifierait de mental, vécus comme internes, et les liens qu'il pouvait y avoir entre les deux. Donc c'est peut-être pas nouveau, mais il y a des formes spécifiques peut-être aujourd'hui à ceci ou celle-ci. Et une de ces formes dont on va discuter ici, c'est la perte, la diminution de cette force vitale. Donc concept qu'on ne connaît pas forcément très bien ici. Énergie vitale, force de vie, souffle de vie, vitalité. On va essayer de préciser un peu tout ça. Et peut-être que pour donner quelques repères à certaines personnes qui pourraient déjà en avoir entendu parler, si ce concept est peu connu ou mal connu aujourd'hui dans l'Occident moderne, il n'était peut-être pas dans le monde antique méditerranéen. Donc on pense à certains des termes comme pneuma ou anima, qui a donné la notion d'âme par exemple, ou pour d'autres personnes peut-être plus familières de traditions qui semblent un peu exotiques, venir d'autre part, qu'on abordera peut-être, comme le monde chinois avec le qi, ou le prana des mondes indiens. Et donc on verra par la suite dans le second épisode plus spécifiquement ce qu'il en est des traditions tibétaines, bouddhistes tibétaines et Dzogchen avec différents termes tibétains, et donc on essaiera de préciser par la suite. Mais donc pour ce premier épisode, avec Karine, on va essayer d'aborder cette notion de force vitale plutôt d'un point de vue, donc du point de vue de la modernité aujourd'hui, grâce à votre expérience professionnelle de psychologue. Et peut-être qu'on restera sur un aspect un peu plus externe pour une présentation générale de cette notion, avant d'aborder les choses plus en profondeur dans les épisodes suivants. Et le troisième, qui sera une forme d'intégration sous forme d'exercice. Voilà. J'espère que vous nous suivrez jusque-là. Donc aussi. Merci à vous d'avoir accepté de discuter de ces notions. Merci. Et donc pour commencer, Karine Benoît, donc est-ce que vous pouvez nous préciser un peu ce que l'on entend par force vitale, donc de ce point de vue moderne, occidental, lié à votre pratique de psychologue? Donc peut-être des choses d'un point de vue historique, faire un petit topo de la situation. Merci beaucoup. Effectivement, en Occident, l'acceptation de la notion de force vitale semble vraiment avoir évolué, passant d'une vision plutôt interne, holistique, globale, à une acceptation qui est plutôt externe. C'est-à-dire que dans mon activité professionnelle, je vois des personnes qui souffrent d'épuisement, de fatigue, de burn-out, et qui ont tendance à chercher la force vitale, l'énergie à l'extérieur. Et ce qui peut amener à des extrêmes au niveau par exemple, des addictions, qui est à la base en fait une recherche en fait d'un mieux-être ou d'un sentiment de vitalité, d'énergie, de dynamisme. Donc là, vous rendez un peu équivalent ou synonyme donc ces notions d'énergie, de vitalité et de force vitale, quoi. Alors, effectivement, moi, dans la pratique de psychothérapeute, on a une échelle en fait qui s'appelle la CIM-10, qui permet en fait de classifier et catégoriser les maladies, que ce soit les maladies mentales ou physiques. Et puis, dans cette échelle, c'est plutôt la notion de perte d'élan vital qui va être utilisée
pour catégoriser en fait des maladies ou des symptômes comme la dépression, comme l'anxiété, comme tout ce qui est aussi tout ce qui correspond aux troubles somatoformes, c'est-à-dire ça peut être la fatigue chronique. D'ailleurs, c'est un sujet ou un symptôme qui a beaucoup augmenté depuis le Covid. Et dans ces cas-là, en tout cas, la CIM-10, donc, ce qui est une échelle aussi reconnue par l'OMS, va parler de perte d'élan vital. Et donc ça, sur les symptômes, peut-être on va approfondir par la suite, voir à partir de cas un peu concrets, plus particuliers. Mais donc sur cette notion de force vitale, donc du point de vue moderne, psychologue, est-ce que vous voyez des antécédents à ça? Donc là, vous voyez des choses liées à votre pratique professionnelle. Mais est-ce que dans l'histoire, vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui se rapprochait de ce qu'on appellerait aujourd'hui la force vitale? Mais effectivement, dans l'Antiquité, probablement que Hippocrate, qui est quand même la personne de référence encore à l'heure actuelle par rapport à la médecine. Lié au monde médical. Lié au monde médical, parlait plutôt d'équilibre global, interne, et la maladie plutôt comme un déséquilibre. Il parlait des humeurs, mais un déséquilibre entre les 3 aspects fondamentaux de la vie qui sont le corps, l'esprit et puis l'environnement. Aujourd'hui, peut-être que cet aspect-là, en tout cas la notion de compréhension de cette notion de force vitale, est plutôt tournée vers l'extérieur. Ce qu'on peut aussi observer, c'est qu'aujourd'hui, cette notion est plutôt... c'est presque devenu un terme fourre-tout, qui est utilisé autant dans le domaine de la publicité pour redonner... force, un sentiment de vitalité, soit pour promouvoir la vente de boissons énergétisantes, soit pour tout ce qui est cosmétique, en disant que voilà, tel produit va rendre force, beauté et dynamisme à la peau ou aux cheveux. Et puis dans le domaine des addictions, vu que c'est un domaine dans lequel je travaille, depuis quelques mois, en fait, il y a l'apparition d'un nouveau produit énergétisant sur le marché, qui s'appelle le Sniffy, qui est une poudre à inhaler à base de caféine et qui fait fureur auprès des jeunes et qui, là aussi, montre à quel point, en fait, il y a une volonté de rechercher quelque chose à l'extérieur. Et là, par rapport au monde médical des addictions, c'est une grande inquiétude parce que cette poudre fait penser à la cocaïne et comme si c'était quelque chose qui était déjà présent, en fait, auprès des jeunes. Pour, alors non, je suis peut-être un peu trop loin, mais amener une habitude en fait de consommation et là aussi de recherche d'énergie à l'extérieur de soi. Et vous en avez déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais donc, est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait dire que dans le monde médical, il y a une acceptation, une reconnaissance de l'existence de ce qu'on appelle vie, vitalité, énergie, ou pas vraiment? Et s'il y a une forme de reconnaissance, est-ce qu'il y a des tentatives de caractérisation, de définition de ça? Ou est-ce que ça semble être quelque chose qui est hors du champ, même des thérapies du monde médical contemporain? Non, je pense que c'est toujours présent dans les thérapies holistiques contemporaines qui se fondent sur cet aspect d'un courant d'énergie qui permet au corps de vivre et qui serait indépendant et non explicable par des théories scientifiques comme la biologie ou la chimie, qui seraient donc indépendants. Et on retrouve en fait cette acceptation de cette notion de force vitale dans les approches holistiques comme la naturopathie, l'aromathérapie, l'homéopathie. Mais dans la médecine, disons, traditionnelle pour la plupart d'entre nous, c'est pas forcément le cas, c'est ça? Alors, c'est pas forcément le cas, mais de nouveau, on va voir que certains patients ont des symptômes qui montrent une déperdition de force vitale et pour lesquels, ensuite, si c'est la psychiatrie, la médecine psychiatrique, les réponses vont être de l'ordre d'une médication avec un accompagnement psychothérapeutique ou autre pour permettre à ces personnes de prendre un petit peu de recul par rapport à leur vécu. Ok, merci beaucoup. Donc, avant de préciser, aller peut-être sur des cas particuliers de personnes que vous avez pu rencontrer, Mila Kenser-Rinpoché, est-ce que vous pouvez donner un petit éclairage, un premier éclairage de des traditions tibétaines, himalayennes, dzogchen bouddhistes, par rapport à ce qui vient d'être dit? Bien sûr, et justement par rapport à ce qui a été dit,
Dans ces traditions-là, il n'y a pas de choses séparées. C'est-à-dire que lorsque l'on parle de force vitale, on parle autant de la force vitale des êtres que de la force vitale des lieux. Tout est absolument lié. Et donc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette vision, dans cette approche, c'est que vu que tout est lié, bien, on va faire attention à tout. Parce que, prenons un exemple simplement, pour le monde tibétain, il est très clair que l'évolution climatique, par exemple, a un impact fondamental sur l'évolution de la santé et de l'énergie des êtres humains. Pour ne parler que des êtres humains, parce que ça concerne bien entendu tous les êtres dans la tradition dits sensibles. On parle de pas que les animaux. Sensibles, pas que les animaux. Et donc le fait d'avoir ce rapport extrêmement proche entre l'environnement, qui peut être d'ailleurs beaucoup plus large. Je crois qu'on en avait même parlé lors d'une série ici, d'ailleurs. Sur l'univers. Sur l'univers, tout à fait. Ça concerne aussi l'univers, ça concerne aussi les planètes, ça concerne en fait l'environnement entier. Et ce que l'on va qualifier de force vitale, et ça rejoint un petit peu cette définition dont il a été question en préambule, ça concerne l'animus, l'anima, quelque chose en fait qui est une caractéristique du vivant, dans le sens où ce qui vit, bouge, est en mouvement, et n'a jamais une notion continue de mouvement, mais une notion discontinue de mouvement. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements qui sont pleins de vie, des mouvements qui sont au contraire très proches de la mort, et donc avec beaucoup moins de vitalité, beaucoup moins d'énergie visible. Et la première donc des caractéristiques de l'énergie vitale, et effectivement on en reparlera pas mal par la suite, c'est cette caractéristique que ce qui est vivant, bien vivant, est également, on va dire, en bonne santé, avec une richesse de vie importante, et ce qui est en train de dégénérer de plus en plus, donc de se rapprocher de la mort, eh bien, c'est une déperdition en fait de cette énergie vitale, de cet élan vital, puisqu'en fait l'élan va vers la mort. Donc on ne peut plus parler d'élan vital, mais d'élan mortem ou d'élan mortel. Désormais, donc, le vivant est tourné vers sa fin. Et l'autre chose qu'il faut rajouter, c'est que dans ces traditions-là, c'est cyclique, c'est-à-dire que comme la mort n'est pas une fin, mais une continuité qui va entraîner une autre existence, etc., etc., l'aspect de l'énergie vitale est un aspect toujours discontinu, toujours en relation avec également ce processus-là, ce processus de jaillissement de la vitalité avec la naissance et le processus de la disparition de la vitalité avec la mort et rejaillissement à nouveau avec une nouvelle naissance, etc., etc. Donc il n'y a pas de... dans cette perspective-là, dans la perspective traditionnelle du bouddhisme tibétain ou du Dzogchen, ou d'autres perspectives, c'était aussi le cas dans le monde indien, par exemple, il y a vraiment cette notion-là que la force vitale est la force vitale, l'énergie vitale, est quelque chose qui est fluctuant, continuellement fluctuant, et c'est pas parce qu'elle descend qu'elle ne va pas remonter derrière. Mais ça nécessite bien entendu, s'il y a pour les êtres humains, par exemple, une perte de force vitale due à un certain nombre de facteurs, comme la maladie, comme la pollution externe, la pollution interne aussi. Et ça, c'est le facteur en fait principal, mais ça, on le développera aussi par la suite. Par exemple, la surpollution des pensées. On devrait plutôt dire la surproduction plus que pollution, parce qu'en fait, il n'y a pas de pollution en termes mentaux. Donc la surproduction est aussi un facteur qui va déterminer une baisse de la force vitale. Donc en même temps qu'il y a une transition dans cet aspect d'émergence ou de dissolution de la force vitale, il va y avoir aussi un très grand nombre de facteurs
qui vont jouer sur cet aspect d'énergie vitale ou de force vitale. Donc c'est comme ça a été dit auparavant, c'est aussi une notion holistique, mais une notion holistique, on pourrait dire individuelle, dans le sens où l'individu a sa propre force vitale, énergie vitale, au sein d'une énergie vitale beaucoup plus globale, beaucoup plus importante. Un grand merci pour ces précieux éclairages. Donc, sans aller sur l'aspect peut-être de fin de vie pour l'individu, ni sur des choses beaucoup plus vastes comme l'univers pour l'instant, peut-être si on reste à un niveau plus social, humain, on va dire, donc ce qui vous concerne pour votre métier de psychologue, est-ce que vous voyez, enfin vous avez commencé à le dire, mais quels sont les symptômes? Alors pas forcément les causes, ça, vous pouvez développer, mais quels sont surtout les symptômes, les façons dont se manifeste aujourd'hui chez pas mal de nos contemporains cette perte d'élan, de force vitale, d'énergie? Effectivement, comme cela a été dit, la surproduction mentale est vraiment un facteur qui va amener à une forme d'épuisement sur le plan cognitif. Et plus cette production mentale est présente, et plus l'engrenage est fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme, souvent, en plaisantant, je dis que les pensées, c'est peut-être la plus grande forme d'addiction, en fait, avant les substances qui sont consommées. Dans le sens où cette surproduction mentale va amener à un épuisement et à une confusion qui fait que les réponses qui vont être trouvées ne vont faire qu'augmenter, en fait, le sentiment de confusion. Dans ma pratique, effectivement, quand de plus en plus, actuellement, que ce soit des personnes, des jeunes, des adultes, des personnes plus âgées, viennent avec des symptômes d'épuisement, mais ça peut être aussi la peur, l'anxiété, la peur de l'avenir, la peur de la mort. Avec les émotions aussi. Avec les émotions aussi. Et ce que je peux constater, c'est que la réponse qui est amenée pour essayer d'aller mieux va faire qu'augmenter en fait, le sentiment de confusion. C'est-à-dire que ce que je peux remarquer, c'est qu'il y a de plus en plus des réponses extrêmes dans le sens d'un individualisme forcené qui amène un isolement, qui amène une rupture en fait, de contact, que ce soit avec les autres êtres humains ou avec l'environnement. Donc avec la nature aussi, avec la nature déconnexion, aussi. d'éloignement. Exactement, une forme de déconnexion, de rupture. Vous voyez ça plutôt en contexte urbain ou vous voyez une différence avec les gens qui habiteraient par exemple plutôt dans des zones rurales Pour ma part, comme je travaille dans une petite ville, je pense que cette équipe n'est pas encore... La Suisse est naturelle partout. Oui, mais des études récentes montrent qu'effectivement, dans le domaine urbain, les personnes sont plus affectées en fait, par le stress, par la pollution mentale, par le fait que l'usage des écrans est très très présent. Mais effectivement, moi, ce que je peux observer, c'est que les réponses qui sont amenées, donc que ce soit l'individualisme, l'isolement, ça peut être aussi une forme de passivité agressive. C'est-à-dire que la colère est présente, mais l'impossibilité de l'exprimer d'une façon correcte fait que ça se retourne contre la personne avec des attitudes, des comportements qui va que renforcer en fait un sentiment de rupture. Et puis aussi par donc une autre réponse qui peut être amenée à ce sentiment d'inconfort, c'est les addictions, avec une réponse qui est immédiate, mais qui là aussi ne dure pas. Et qui, donc là on essaye de trouver une solution tout de suite par un objet, quelque chose d'extérieur à soi qu'on met dans soi pour solutionner tout le problème, quoi. Oui, c'est en tout cas ce que j'observe. Et même le soin peut être pris en fait comme une addiction, c'est-à-dire qu'on peut consulter le ou la psychothérapeute avec à la base le souhait que la réponse vienne de l'extérieur. Et je remarque que c'est quelque chose qui est très, très présent et que là aussi, par rapport au risque d'épuisement des professionnels de la santé, donc il y a aussi des études récentes qui sont sorties sur ce sujet et qui montre à quel point, s'il n'y a pas une vigilance vraiment importante de la part du professionnel, surtout dans le domaine de la santé, mais ça peut être effectivement aussi pour tous les domaines, que ce soit l'éducation, que ce soit
l'aspect de coaching, de vie. Enfin, s'il n'y a pas cette clarté-là, d'une part, il y a le risque de se faire entraîner par le besoin qui est exprimé par l'autre, même si c'est souvent très très confus. C'est jamais une demande qui est claire. Pour moi, c'est d'ailleurs important au début de chaque séance ou de chaque début de suivi de vraiment éclaircir en fait la demande de la personne qui vient en consultation. Et là, ça prend souvent plusieurs séances pour commencer à clarifier, parce qu'on remarque que en fait, c'est très confus. Il n'y a pas une demande claire, très précise, mais c'est une recherche en fait de quelque chose d'extérieur et de rapide. Bachir, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ? Oui, je peux. Ouais. Si vous voulez, on aura largement le temps de développer par la suite. Par rapport là à ce qui est soulevé, effectivement, il y a généralement peu de réponses qui sont données dans le sens intérieur. On va toujours effectivement proposer quelque chose, mais même d'ailleurs dans les solutions médicales allopathiques traditionnelles ou dans d'autres solutions médicales ou affiliées, il y a très peu de rappel du fait que cet aspect de déséquilibre ou de cette perte-là de l'élan vital ou de l'énergie vitale est proposé en termes vraiment de personnel ou d'individu. C'est-à-dire que dans les traditions du Dzogchen ou du bouddhisme tibétain, la première des choses que l'on va regarder, c'est quel est l'équilibre de l'individu, quel est l'équilibre psychique, quel est l'équilibre même de santé en général, biologique. Donc, ce qu'on mettrait, nous, dans la catégorie médecine, enfin, monde médical. Oui. Et tout ce qui est vraiment... Les premières choses, en fait, que l'on conseille, lorsqu'on va voir, par exemple, un médecin tibétain, un Emchi, c'est très souvent en même temps que de changer les habitudes alimentaires notamment, ou le comportement addictif aussi. C'est en premier lieu en fait d'arriver à maîtriser son esprit. On propose d'abord de pouvoir revenir à un aspect d'équilibre intérieur avant de pouvoir faire tout le reste. Donc c'est un peu l'inverse du processus, l'inverse du mouvement. En Occident, on va proposer peut-être d'acheter une nouvelle voiture parce que ça rééquilibrera l'ego. Et dans les traditions, alors je ne sais pas quelle est la meilleure solution, peut-être l'union des deux, acheter une voiture et en même temps maîtriser son propre esprit au volant de la voiture, bien sûr. Pourquoi pas, mais en tous les cas, effectivement, ça n'est pas du tout le même sens qui est proposé. J'ai l'impression qu'on demande souvent ici, aujourd'hui, des réponses donc externes, comme on l'a dit, mais qui sont très efficaces rapidement, toutes faites. Oui. Donc il n'y a pas vraiment d'effort individuel qui est fait. C'est ça l'autre problématique, un aspect d'équilibre intérieur avant de pouvoir faire tout le reste. Donc c'est un peu l'inverse du processus, l'inverse du mouvement. En Occident, on va proposer peut-être d'acheter une nouvelle voiture parce que ça rééquilibrera l'ego. Et dans les traditions, alors je ne sais pas quelle est la meilleure solution, peut-être l'union des deux, acheter une voiture et en même temps maîtriser son propre esprit au volant de la voiture, bien sûr. Pourquoi pas, mais en tous les cas, effectivement, ça n'est pas du tout le même sens qui est proposé. J'ai l'impression qu'on demande souvent ici, aujourd'hui, des réponses donc externes, comme on l'a dit, mais qui sont très efficaces rapidement, toutes faites. Oui. Donc il n'y a pas vraiment d'effort individuel qui est fait. C'est ça l'autre problématique, c'est qu'effectivement, il faut qu'absolument, il n'y ait rien à faire, que tout soit déjà fait. Donc c'est une sorte de, d'énergie vitale prête à l'emploi, à nouveau un patch d'énergie vitale. Et ça, dans les traditions susmentionnées, c'est absolument impossible. C'est-à-dire que, comme on le disait, lorsque l'énergie vitale est perdue, donc elle n'est jamais perdue d'un coup, sauf vraiment cas exceptionnel, et sinon c'est graduel. Et de la même manière, pour la retrouver, c'est graduel, c'est un chemin graduel qu'il va falloir petit à petit remonter. Et là, il n'y a pas trop le choix non plus.
Donc ça, on développera dans le prochain épisode et le suivant, J'espère. Possibilité J'espère par que les traditions. Vous donnerez le champ de la parole. J'espère. Et pour terminer, là, si on revient à côté des traditions, à ce que propose plutôt la médecine ici aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pistes de solutions déjà qui sont données? On parlait précisément de l'environnement, du rapport à l'environnement. Est-ce qu'il y a des choses un peu nouvelles qui se proposent pour retrouver cette énergie vitale? Alors oui, il y a des pistes qui existent. Effectivement, je pense que la première piste, c'est une question de clarification de là où la personne est pour lui permettre de remobiliser en fait des ressources internes et se mettre en mouvement pour amener le changement qu'elle souhaite voir dans sa vie et de sortir de cette passivité agressive dont je parlais précédemment. Et pour ça, je pense que ça peut être d'avoir quelqu'un en face qui peut poser certaines questions et questionner certains schémas cognitifs, certaines habitudes, d'être en relation avec soi, avec l'environnement, avec les pour autres. l'environnement naturel, on entend des fois le fait de se balader ou passer du temps dans certains types d'environnements, dans les forêts, au bord de la mer, en montagne, ça pouvait jouer précisément sur la vitalité. Dans les parcs urbains? Dans les parcs. Oui, je pense qu'il y a des avec les études, petites mares. assez récentes qui montrent que des espaces verts, surtout effectivement dans les grandes villes, dans les milieux urbains, permettent, semble même, des études montrent qu'il y aurait une diminution de l'anxiété, des symptômes dépressifs, si des espaces verts sont présents en fait dans les villes. Par ailleurs, aussi pour les enfants, des études ont montré que si une école bénéficie d'un parc à proximité, la concentration sera meilleure pour les enfants qui vont pouvoir mieux entrer dans les apprentissages. Pareil avec le domaine médical, hospitalier. Si on peut voir un arbre du parc depuis sa chambre d'hôpital, la durée de guérison va être réduite. Donc c'est intéressant de voir que des solutions qui sont dites modernes, c'est-à-dire qui sont vues aujourd'hui comme étant en fait une solution. Le NEC plus ultra. Le NEC plus ultra, c'est des choses très simples. Sont présentes depuis. Voilà, non seulement c'est des choses très simples, mais ce sont des choses qui sont même pas questionnées. C'est-à-dire que pour les traditions, questionner le fait de sortir l'humain de son environnement naturel n'est pas une question, justement. Donc c'est une évidence. Ok. Peut-être qu'on va s'en tenir là pour ce premier épisode. Vous voulez rajouter quelque chose en particulier? Je disais qu'une solution simple par rapport effectivement à ce retour à la nature va être probablement une réponse qui va amener des bienfaits, je pense, assez importants. Donc un message d'espoir. Est-ce que le bonsaï compte dans le processus? Oui, s'il n'est pas en plastique. Ah, oui. Bon, un grand merci à vous pour ce premier éclairage sur la notion de force vitale et donc plus précisément dans le monde que l'on connaît un peu aujourd'hui, le monde urbain en Europe. On approfondira donc dans le prochain épisode les traditions himalayennes et puis dans un troisième en vidéo, de nouveau à la Sauveté, des exercices très concrets pour essayer de mettre en place certaines choses éventuellement pour retrouver un peu de force vitale. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à vous. Merci. Au revoir. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le dire en mettant un commentaire sur votre application podcast préférée et partagez-le avec vos amis. Nous serions ravis de recevoir vos retours à l'adresse podcast@dzogchentoday.